Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, dans le cadre des prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin, RBC 2022, je reçois deux entrepreneurs en lice pour ces prestigieux prix. Il s'agit de Stéphanie Jecroix, cofondatrice et directrice générale de Technovation Montréal, et Rachel Séguin, présidente d'OMI Laboratoire. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Rachel. Nous avons Rachel Séguin à l'autre bout au téléphone. Oui, en direct de Québec. Voilà. Alors, bienvenue à Vivement les femmes. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, j'étais vraiment éblouie devant vos parcours, mesdames. Vraiment, déjà, là, vous avez toutes mes félicitations pour ces beaux parcours. Alors, on sait que vous êtes en lice pour un prix d'envergure nationale. Ce sont les prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC. Ces prix rendent hommage aux entrepreneurs canadiennes d'exception. Puis cette année, j'ai vu qu'il y avait 10 000 candidatures à travers le Canada. Et vous êtes parmi les 21 finalistes qui ont été choisis. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que votre dossier de candidature a eu suffisamment d'intérêt et votre parcours aussi pour percer à travers ce lot impressionnant de candidatures. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que cela vous a fait d'être en lice. Alors, je commence par Stéphanie. Oui, bonjour Marjorie, merci pour l'invitation. Mais j'avoue que j'étais vraiment très étonnée, très surprise, puis je pense que encore plus quand j'ai appris le nombre de dossiers de candidature qui avaient été déposés. Je m'y attendais pas du tout. C'est sûr que je pense que ça fait toujours chaud au cœur de voir que le travail qu'on fait est reconnu, du moins que, je veux dire que, tu sais, je pense que si on le prend avec beaucoup d'humilité, parce que ça veut dire, wow, tu sais, quand on regarde le parcours de toutes ces femmes-là, on dit c'est quand même très impressionnant. Et puis, c'est ça, moi, je le vois un peu comme une tape dans le dos aussi pour dire, continue ce que tu fais. Puis c'est un prix que je partage aussi avec toute l'équipe. Donc, j'étais vraiment très, très, très heureuse. Ah oui. Et vous, Rachel? Et de mon côté, même chose, je veux dire, on s'y attendait pas du tout. On est une jeune entreprise et de voir qu'on est parmi les finalistes de ce concours-là, ça nous touche énormément. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis très fière aujourd'hui de voir qu'au Canada, il y a eu 10 000 candidatures de femmes en affaires et je pense que ça peut nous rendre très fiers quand on peut voir qu'il y a eu une belle progression aussi au cours des dernières années. Ah ouais, tout à fait, une belle progression. Donc, je m'adresse à vous, Stéphanie. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Technovation. Alors, brossez-nous un portrait de l'entreprise. Oui, Technovation Montréal, on est un organisme à but non lucratif qui vise à développer les compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les jeunes filles. Donc, on parle de jeunes filles qui sont âgées entre 8 et 18 ans. Mm-hmm. Donc, on offre des programmes d'éducation. Ce sont des programmes qui sont parascolaires où les jeunes filles vont vraiment apprendre toutes les étapes qui mènent à la création d'une entreprise et au final développer un produit qui est une application mobile qui vise à résoudre une problématique qu'elles perçoivent dans leur communauté. Donc, c'est vraiment de développer leur esprit entrepreneurial et de faire en sorte qu'elles ne soient pas seulement des consommatrices des nouvelles technologies, mais qu'elles puissent utiliser la technologie pour avoir un impact positif au sein de leur société, au sein de leur communauté. Donc, c'est vraiment tout un parcours qu'on leur fait apprendre. C'est un programme qui dure environ 5 mois. Et elles sont accompagnées par des femmes professionnelles qui évoluent dans les milieux de la technologie ou dans le monde des affaires. OK. Puis vous, c'était important pour vous d'avoir l'entreprise sous forme d'organisme à but non lucratif? Oui, parce que c'est une mission qui vient vraiment, pour moi, c'est une mission d'éducation, une mission d'impact social aussi. Mm-hmm.
Et maintenant, avec l'expérience, avec la connaissance, je me dis, ben, ça aurait pu être effectivement aussi une entreprise Inc. avec ce volet social. Mhm. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'évolution ou de changement au fil des ans, mais au départ, c'était vraiment ce qui animait mon désir au départ de mettre sur pied cet organisme à but non lucratif. Ouais. Rachel Séguin, vous êtes présidente d'OMI Laboratoire. Donc, en quoi consiste l'entreprise? En fait, Omi Laboratoire, on est une entreprise qui est spécialisée en dermocosmétiques sur mesure. Avec mon associé Andrea Gomez, on a travaillé toutes les deux comme cosméticienne à temps partiel pendant nos études. Et pour ma part, moi, je suis chimiste spécialisée en cosmétique et j'ai fait une maîtrise en sciences pharmaceutiques où est-ce que j'ai étudié les maladies cutanées. Et notre expérience sur le terrain nous a fait réaliser que c'est extrêmement difficile pour les gens de trouver des produits adaptés à leur peau. On parle notamment des gens qui ont une peau sensible, ceux qui ont plusieurs problématiques de peau en même temps. On peut penser aussi pour des personnes sous chimiothérapie. Donc, on a voulu créer des produits qui étaient réellement adaptés à chacun grâce à la personnalisation. Donc, on a développé, dans le fond, des milliers de possibilités de combinaisons de crèmes et de sérums qui vont pouvoir être adaptés à chacun, tant au niveau des allergies, des préférences en termes d'efficacité, donc des ingrédients, de la texture, de l'odeur. Donc, on va vraiment adapter le produit 100% à chaque personne à un prix qui est le même prix qu'on pourrait retrouver des produits sur les tablettes. On a voulu que nos produits soient testés sous contrôle dermatologique, vegan, qui conviennent vraiment aux peaux les plus sensibles. Et ils sont tous fabriqués dans notre laboratoire à Québec. Donc, en quelques jours, vous recevez votre formule sur mesure à la maison. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis, peut-être une petite parenthèse au niveau de Stéphanie. Je trouve que c'est tellement une belle mission que vous avez. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si ça existait, cet organisme-là, quand j'avais 16 ans, je ne pense pas. Non. Mais à ce moment-là, tu sais, moi, j'avais fait mon premier site web à 16 ans, puis c'est là qu'est né mon désir d'entreprendre. Puis je pense que c'est tellement important de se concentrer sur ces années-là, justement, jusqu'à 18 ans. Je trouve que c'est là qu'on décide un peu nos rêves, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire, puis d'avoir ce soutien-là. Je veux dire, j'aurais rêvé d'avoir ça à cet âge-là. Donc, je te lève mon chapeau. Ce serait une bonne candidate pour être mentor, justement, parce que c'est justement ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes filles, c'est de leur dire justement que bien souvent, il y a un peu une pression, il y a l'anxiété de la performance chez les jeunes filles pour dire, mon Dieu, mais si je fais pas le bon choix de mon parcours d'études, disons, je dramatise, mais c'est parce que c'est ce qu'elle nous dit, c'est que ma vie est finie et tout ça. Puis c'est vrai que beaucoup de professionnels qui accompagnent nos équipes nous disent souvent, mais ah mon Dieu, si ce programme-là existait quand moi j'étais plus jeune, mais peut-être que ça m'aurait aidé à cheminer puis trouver ma voie. Donc, puis effectivement, je crois beaucoup que le fait de leur donner ces outils-là à un très jeune âge, mais qu'elles vont ensuite avoir, disons, plusieurs opportunités qui vont s'offrir à elles. Donc, c'est vraiment de pouvoir explorer. Donc, merci pour ça. Puis vraiment, je trouve très admirative de ce que vous avez fait, ton associé et toi. Ah oui, tout à fait. Donc, tu sais, je vous entends, vous êtes vraiment des femmes animées, dynamiques et tout. Donc, vous êtes aussi les deux entrepreneurs. Puis, j'aimerais savoir vraiment comment l'idée a germé avant la création de l'entreprise, là. Vous avez juste effleuré un petit peu là, dans les premières réponses, mais comment, à quel moment qu'on s'est dit, voilà, c'est cette idée-là que j'ai et on va le partir. Donc, Rachel? Oui, ben c'est sûr que j'en ai discuté un petit peu, mais de mon côté, je pense que c'était un désir très, très fort chez moi de lancer mon entreprise. Comme je disais, quand j'avais 16 ans, j'ai monté mon premier site qui était un site de produits cosmétiques. Puis à partir de ce moment-là, je m'étais comme promis à moi-même qu'un jour, j'aurais mon propre laboratoire. Donc, j'avais visité notamment à 17 ans les laboratoires Dr Renaud. J'avais comme parlé de mon projet à des gens autour de moi et ça l'a marqué la suite de mes décisions dans mes choix professionnels. Donc, c'est pour ça que j'ai été faire justement mon baccalauréat en chimie cosmétique. Et à travers mon baccalauréat, j'ai pu travailler aussi pour des entreprises d'ingrédients actifs. Donc, j'ai travaillé pour des compagnies qui vont vendre des ingrédients à des grandes entreprises, des Estée Lauder, des Clarins de ce monde. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible d'avoir des ingrédients qui allaient être super efficaces qu'on allait pouvoir mélanger ensemble pour être capable d'avoir une formule réellement adaptée à la personne. Donc, je pense que c'est un peu cette expérience-là en entreprise qui m'a fait réaliser beaucoup de choses, puis que je me suis dit cette journée-là, OK, tu sais, il y aurait moyen de faire de la personnalisation puis que le produit soit réellement plus efficace. Puis, il y a une autre chose aussi qu'on ne se rend pas compte, mais quand
quand on travaille en pharmacie, ben, les produits, souvent, ils sont fabriqués quasi 2 ans avant le moment qu'ils sont vendus. Donc, des ingrédients comme des antioxydants qui ont des bienfaits pour la peau au niveau anti-âge, par exemple, ou protecteur, ben, ils se dégradent dans le temps. Donc, le produit devient moins en moins efficace. Puis de mon côté, j'étais vraiment tannée de vendre des produits, par exemple, plus chers pour des femmes plus âgées, moins chers pour des femmes plus jeunes, moins chers des produits pour l'acné, plus cher si c'était une femme qu'un homme. Tu sais, pour moi, ça faisait comme pas de sens qu'il y ait autant de discrimination basée sur les caractéristiques individuelles de chaque personne dans l'industrie cosmétique. Puis je trouvais que la personnalisation, c'était une belle façon d'avoir un seul prix pour tous, que ce soit vraiment axé sur le bien-être de la personne, puis on fait le produit que ça te prend, puis tu sais, c'est nous qui absorbent s'il y a des petites différences de coût, mais la réalité, c'est quand tu connais le domaine de l'ingrédient, entre un bon ingrédient pour l'acné et un bon ingrédient anti-âge, il n'y a pas vraiment de grosse différence de prix. Donc, moi, c'était vraiment d'être aussi dans la transparence à ce niveau-là. Donc, c'est ça, ça a commencé comme ça, puis ensuite, bon, on s'est dit comment est-ce qu'on peut offrir des produits sur mesure en ligne. Donc, on a commencé à développer notre intelligence artificielle en collaboration avec des dermatologues, avec des spécialistes de la reconnaissance faciale. Donc, pour avoir un produit sur mesure, il suffit juste de se rendre sur notre site web, répondre à quelques questions, puis prendre un selfie. La photo est analysée automatiquement, puis la formule adaptée est affichée, puis nous, on fabrique cette formule-là ensuite. OK. Voilà. Très intéressant. Oui, donc alors, Stéphanie, maintenant, à quel moment vous avez dit « voici l'idée et je démarre ». En fait, moi, c'est vraiment venu par une opportunité, puis je pense que c'est plutôt l'implication qui m'a amenée à créer ce projet d'entreprise. J'avais été invitée par le consulat des États-Unis de Montréal à participer à un de leurs programmes qui s'appelle le International Visitor Leadership Program. Donc, nous étions 6 femmes canadiennes qui avons fait une tournée. Donc, ils appellent ça les Study Tours. Donc, on s'est promené dans à peu près 5 villes américaines pendant 3 semaines, donc presque 24 heures sur 24, j'étais en compagnie de ces femmes-là, donc qui venaient d'un peu partout à travers le Canada. Donc, c'était une expérience inoubliable, vraiment incroyable. Et c'était une tournée qui était vraiment axée sur les femmes et l'entrepreneuriat. À cette époque-là, moi, j'étais présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Donc, j'ai toujours été impliquée, dès un jeune âge, c'est vraiment dans des causes qui me tenaient à cœur. Et pour moi, c'est d'être entourée de professionnels issus de la communauté haïtienne, puisque je suis d'origine haïtienne, ça me touchait énormément. Donc, c'est par cette implication-là que j'ai été invitée. Et donc, dans cette tournée, donc on s'arrêtait dans différentes villes et on rencontrait des femmes entrepreneurs, mais on rencontrait aussi des femmes qui étaient impliquées dans des organisations similaires à la nôtre. Et on était toujours invités chez des femmes qui nous partageaient un petit peu leur parcours et qui faisaient en sorte qu'on pouvait développer notre réseau de contacts. Et c'est lors d'un arrêt à San Francisco, j'ai rencontré Anna Simpson, qui est l'ambassadrice à l'échelle internationale pour Technovation, parce que Technovation est un programme qui vient des États-Unis. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec cette organisation-là et que j'en ai appris davantage. Et ce qu'elle nous disait, c'est que ce programme-là n'était pas encore connu au Canada et elle s'est tournée vers nous pour nous dire, est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui seraient intéressées à lancer cette initiative? Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je viens pas du tout du milieu technologique, donc c'est pas du tout mon parcours, mais ce qui m'a beaucoup attirée, c'était le fait justement de permettre à des jeunes filles d'explorer puis d'essayer quelque chose de différent. Tiens, étant d'origine haïtienne, nos parents nous ont souvent, poussé ou encouragé à se dire, il faut que tu fasses un emploi qui est stable. Oui. Donc, tu sais, soit être médecin, avocat, ingénieur ou même, comptable. Puis, bon, moi, je me retrouvais pas nécessairement dans ces domaines-là, mais le fait de me dire, d'avoir un programme qui permet à des jeunes filles de découvrir peut-être une passion, que c'est quelque chose qu'elles ne pensaient pas qui était pour elles. Donc, moi, c'est ça qui m'a allumée. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment parti comme ça. Je suis revenue à Montréal, puis je me suis dit, ça a l'air intéressant, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment parti à la base comme un projet. Oui. Et ça a été vraiment de réunir, rassembler des femmes qui avaient un peu ce même désir-là, qui était allumé par cette mission-là, et puis de créer quelque chose à partir de ça. Ah. Donc, alors, on va poursuivre après la pause, une petite pause, puis on revient dans le vif du sujet. Encore une fois. Cœur
j'ai le cœur en l'air. J'ai bien joué, j'aime pas être ton adversaire. On a joué, comment te montrer qu'il n'y a que toi qui compte pour moi? Just let me be your game girl, and I will be like no one ever was. Please bring me back my game boy. I swear that I won't play with your heart. De retour avec mes invités, Stéphanie Gecroix, cofondatrice et directrice générale de Technovation, et Rachel Séguin, présidente d'OMI Laboratoire. Donc, les prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC soulignent aussi les entrepreneurs instigatrices de changement. Puis, j'aimerais savoir, vous l'avez dit, mais on va aller un peu plus en détail, en quoi vos entreprises sont innovantes. Alors, j'aimerais, Rachel, je m'adresse à vous, que vous nous parliez de ce qui est innovant chez OMI Laboratoire. Absolument. C'est sûr que l'innovation, nous, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. On se pose toujours la question sur comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, comment est-ce qu'on peut les faire de manière plus bienveillante grâce à l'innovation, entre autres. Donc, on parle notamment, c'est sûr que déjà, le fait d'avoir des produits de soins de la peau qui sont uniques à chaque personne, donc qui sont personnalisés. On avait un produit qui était innovant, qui n'était pas offert sur le marché, d'utiliser l'intelligence artificielle pour conseiller les soins de la peau en ligne, d'aller avec l'analyse de peau. C'était aussi quelque chose de très innovant. Mais on va utiliser l'innovation aussi dans la façon dont on fait notre marketing, par exemple. Donc, on va avoir tendance à faire beaucoup, entre autres, d'associations avec, par exemple, la YWCA pour les femmes à Québec. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aime beaucoup mieux redonner, s'impliquer que de faire du marketing plus standard, là. Donc, on a une équipe qui est très, très dévouée. Donc, par exemple, cette année, on a fait une édition spéciale de notre sérum aux couleurs de la communauté LGBT. Puis, on a fait des dons pour la Fondation Émergence qui promouvoit la diversité. C'est quelque chose, nous, on célèbre le fait que chaque personne soit unique. Donc, tout ce qui est dans la diversité, on s'y associe beaucoup. Je dirais aussi que l'innovation, on va la retrouver à travers la façon de faire au laboratoire. Donc, par exemple, on va avoir du compostage sur place. On a notre laboratoire de production qui est un laboratoire qui a été pensé pour être zéro déchet. Donc, on va avoir, par exemple, le recyclage de tous nos gants pour faire ensuite des objets à valeur ajoutée. Donc, on a vraiment toutes sortes de choses. On essaie que l'innovation elle soit parsemée à travers toutes les décisions. Puis, les employés ont des objectifs d'innovation. Puis, c'est aussi dans la façon de structurer l'entreprise. Quand on rentre chez OMI, par exemple, c'est un grand espace de coworking et il n'y a pas de hiérarchie. Donc, on est vraiment dans une entreprise horizontale où est-ce que tous peuvent vraiment s'exprimer puis avoir un impact sur tout ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, c'est comme ça que ça part l'innovation. C'est par la possibilité de chaque personne de pouvoir apporter un changement puis de rendre les choses mieux, selon nous. Oui. J'ai une petite question pour vous. Au niveau de l'intelligence artificielle, pour détecter, là, pour personnaliser le produit. Donc, je suppose que c'est pour toutes les peaux, peau brune, peau noire. Oui, alors, ça a été, dans le fond, dans l'échantillonnage, pour développer la technologie, il y avait vraiment tous les phénotypes de peau. Ouais. OK, merci. Stéphanie, donc, en quoi votre entreprise, elle est innovante? Je dirais que c'est la façon qu'on amène les programmes pour nos participants. Donc, on croit beaucoup à l'apprentissage par projet. Donc, en fait, lorsque les jeunes filles arrivent dans le cadre de notre programme, oui. Elles doivent identifier une problématique. Donc, ce ne sont pas nous qui imposons un sujet ou un problème qu'elles veulent aborder. C'est vraiment d'abord elles qui doivent se pencher sur une situation qu'elles veulent résoudre et on s'inspire énormément des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, on parle vraiment de ces enjeux mondiaux. Oui. Donc, ça peut être... comment on pourrait dire, briser l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes. Ça peut être l'éducation pour tous, l'éducation de qualité pour tous. Et donc, à partir de ces grands enjeux mondiaux, on fait des ateliers
où les jeunes filles vont être appelées à travailler, donc à faire un petit peu des tempêtes d'idées. Et on utilise vraiment les principes, les concepts que des entrepreneurs vont utiliser. Donc, on utilise des concepts comme le design thinking, donc une approche vraiment itérative aussi. Donc, on dit souvent, quand on se lance en affaires, donc on dit fail fast. Donc, ça veut dire c'est comme tu dois faire un produit, de pas attendre d'aller dans toute la conception avant de le tester sur le marché, parce que tu vas te rendre compte peut-être que ce que tu avais imaginé ou conçu au départ ne fonctionne pas ou ne répond pas aux besoins de ta clientèle. Donc, c'est vraiment de leur dire, ben, vous développez un prototype, vous allez aller chercher l'information auprès de votre clientèle cible pour tester, pour savoir si vraiment, est-ce qu'il y a vraiment, votre produit répond à un besoin, est-ce qu'il y a vraiment une clientèle pour ce que vous voulez faire. Donc, c'est vraiment de pouvoir tester et à chaque fois se réajuster. Donc, pour nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de ce programme-là, les filles vont vraiment être outillées pour dire, peu importe les situations qui peuvent se présenter devant elles, peu importe les projets qu'elles auront à livrer dans le futur, ben, elles auront les outils qui vont leur permettre de vraiment cheminer. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà des compétences techniques et au-delà des compétences entrepreneuriales qu'elles développent, mais on voit aussi qu'elles développent aussi des compétences plus humaines. Ce qu'on va dire les soft skills. J'entendais quelqu'un dire récemment parler de human skills et non de soft skills. Et je trouvais que ça, c'était intéressant comme concept. C'est vraiment de se dire, mais tout ce qu'on parle des compétences du futur, donc vraiment les habiletés communicationnelles, le travail d'équipe, la co-création aussi, d'amener des personnes qui ont des perspectives, qui ont des parcours différents, mais qui vont être amenées à travailler ensemble pour développer des solutions. Donc, c'est vraiment cette approche-là. Et le fait qu'elle soit accompagnée par des professionnels qui évoluent dans ces milieux-là, ben, ce qu'on voit aussi, c'est que les jeunes filles vont vraiment aussi beaucoup pouvoir se projeter dans ces femmes-là qui sont des modèles féminins pour elles aussi. Donc, vraiment, l'approche par projet, l'approche par atelier. Donc, notre programme a été conçu un peu comme un bootcamp. Donc, c'est vraiment intensif. Donc, pendant 5 mois, elles vont travailler sur des problématiques différentes. OK. Les deux, vous êtes cofondatrices, hein? Donc ça veut dire que vous avez chacune une partenaire d'affaires. Puis la question que je vous pose, est-ce que en entrepreneuriat, c'est avantageux de ne pas mener sa barque toute seule? Le partenaire, l'aide que ça apporte de démarrer avec un partenaire. Donc, je vous écoute, Rachel. Bien, c'est sûr que de notre côté, c'était essentiel d'être deux pour lancer l'entreprise. En fait, Andrea et moi, comment on s'est rencontrés? On ne se connaissait pas initialement toutes les deux, mais les deux, on voulait se lancer dans le domaine de la personnalisation. Andrea avait étudié en administration, faisait son MBA en stratégie innovation, puis moi, j'avais tout le volet plus scientifique. Fait que, sans le savoir, on se cherchait une et l'autre et c'est quelqu'un qui nous a mis en relation. Aujourd'hui, OMI Laboratoire, c'est une entreprise qui a 4 grands piliers. Donc, on a le département de manufacture, de recherche et développement pour les produits. On a un département de TI et on a un département de marketing. Donc, on doit gérer vraiment des disciplines qui sont extrêmement différentes au sein même de l'entreprise. Donc, d'avoir une associée, ça nous a permis d'avoir un éventail de compétences qui était beaucoup plus large et d'être en mesure de couvrir l'ensemble des volets. C'est aussi au quotidien, je dirais que c'est de s'entraider. Tu sais, quand on passe, chacune, on peut avoir des périodes plus difficiles et le fait d'avoir une associée, je sais que ça nous permet de nous remonter une et l'autre pour toujours trouver une solution au problème. On ne se sent pas toute seule, mais c'est important de bien choisir son associé. Ça, c'est un point très, très, très important à mentionner. Tout à fait. Puis, Stéphanie, c'est un apport avoir une partenaire d'affaires? Oui, j'abonde dans le même sens que ce que disait Rachel. En fait, nous aussi, ça a été vraiment une rencontre qui s'est faite et c'était vraiment dans le cadre de cette tournée que j'ai eu l'occasion de faire. Et c'est là que j'ai rencontré Amina Gerba, donc avec qui j'ai cofondé cette organisation-là qui, comme je disais, au départ est partie comme un projet. Donc, ça a pris quand même plusieurs années avant qu'on officialise, si on veut, cette entreprise-là, cette organisation-là. Mais il y a eu Amina, mais il y a aussi eu d'autres femmes qui ont eu un apport quand même, je dirais, très, très, très important. Et tout ça, ça a été vraiment des rencontres, donc vraiment le réseau. Et ça, je crois beaucoup à l'importance d'avoir ce réseau-là puis d'aller chercher justement, comme disait Rachel, des compétences qui sont complémentaires. Donc, moi, j'ai une formation qui est plus en administration des affaires avec un volet plus communication, marketing. Et donc, je n'avais pas ce côté-là plus
techniques ou scientifiques ou plus technologiques. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes comme Christine Renaud, des femmes comme Éléonore Jarry-Ferron, d'autres femmes qui se sont greffées donc au projet et qui nous ont aidés à cheminer et qui nous ont permis de rencontrer plein de femmes qui ont apporté justement leur expertise, qui nous ont permis de vraiment développer le programme, de le concevoir et de le créer, qui nous a menés par la suite vers la création de cette organisation-là. Mm-hmm. Donc, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. Nous serons de retour après la pause. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours en compagnie de mes invités, Stéphanie Gecroix, cofondatrice et directrice générale de Technovation, et Rachel Séguin, présidente d'OMI Laboratoire. Stéphanie, vous avez quitté votre emploi en relations internationales à la Ville de Montréal pour lancer votre entreprise. Donc, dites-nous comment que vous avez vraiment pris cette décision, parce que souvent, les femmes ont de la difficulté à laisser quelque chose qui est acquis et pour aller dans quelque chose qui est un peu dans l'incertitude. Donc, comment que vous avez eu le courage de le faire? En fait, pendant plusieurs années, j'ai mené les deux en parallèle. Donc, je travaillais à temps plein au sein de la Ville de Montréal, comme vous disiez, donc au Bureau des relations internationales et j'ai eu l'occasion d'occuper d'autres fonctions avant. Mais c'est que au bout d'un moment, je me suis dit, il faut aussi avoir un certain équilibre dans la vie. Et je pense que c'est même comme entrepreneur, souvent quand on démarre, on va peut-être pas nécessairement laisser son emploi qui nous permet de vivre. Mm-hmm. Et il faut dire aussi que j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais passionnée par les deux. Donc, je trouvais ça difficile de faire un choix puis de dire est-ce que je laisse l'un pour l'autre. Donc, et je pense que comme plusieurs peut-être personnes, lorsque la pandémie est arrivée, donc ça m'a amené quand même à avoir une réflexion pour me dire, où est-ce que je veux amener cette entreprise-là, jusqu'où je veux l'amener. Puis je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais accomplir, mais que ça devenait un petit peu difficile de pouvoir constamment gérer les deux parce que les deux demandaient énormément de mon temps et de prendre en charge une équipe, de mener différents projets. Donc, le travail que je faisais à la Ville m'amenait aussi à me déplacer. Donc, j'étais responsable de faire des missions. Donc, et donc, tout ça devenait un peu compliqué. Et je me suis dit, si je ne fais pas le saut, je ne saurais jamais jusqu'où je peux amener cette organisation-là, cette entreprise-là. Puis j'avais quand même des ambitions qui pour moi, je trouvais importantes. Donc, c'est ce qui m'a amené à prendre cette décision-là. Et je regrette pas. Donc, ça nous a permis justement de pouvoir faire des avancées quand même assez importantes depuis ces 2 dernières années. Oui, oui. Rachel, vous, en lisant les recherches que nous avons faites sur vous, je pense qu'à un moment donné, vous étiez déjà en affaires et puis ensuite, ça n'avait pas bien été. Je veux en parler parce que les femmes qui nous écoutent, c'est toujours aussi les craintes qu'ils ont de ne pas avoir réussi quelque chose puis de repartir. Alors, parlez-nous-en. Très bon point. J'ai fait une petite parenthèse tantôt. Je vous dis à quel point c'est important de bien choisir ses associés, de bien tester. J'ai eu une première expérience en affaires à peu près à 21 ans dans
avec Andrea et une autre personne. Et ça a été extrêmement difficile comme expérience parce que, en fait, bon, pour différentes raisons, on n'avait pas la même vision, pas nécessairement les mêmes valeurs. Et lorsqu'on est parti au MI, dans le fond, on avait comme perdu cette première entreprise-là dans laquelle on avait comme tout investi nos petits sous de jeunesse. Donc, quand on est parti au MI, on est vraiment parti de zéro. Ça me rend très fière aujourd'hui quand je vois le parcours parce qu'on aurait pu s'arrêter puis on aurait pu dire, ah, ben, tu sais, on a vécu un échec entrepreneurial, puis ça ne marchera pas, mais au contraire, on a su voir ça positivement comme un apprentissage. Puis, ça nous a beaucoup appris sur nous, sur nos valeurs, sur notre vision. Puis, un bon test aussi, je dis souvent, c'est quoi le bon test pour choisir un associé? Puis, avec Andrea, ce qu'on avait fait, on était partis en voyage à New York ensemble pour un congrès de cosmétiques, mais tous ceux qui voyagent avec moi savent bien que je fais quasiment exprès de prendre les pires hôtels, puis m'assurer que ce soit un voyage le plus inconfortable possible. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte, ben, c'est qui la personne avec qui on est. Il faut passer à travers des périodes d'inconfort pour essayer de voir comment la personne réagit en période de stress, si on va s'entraider ou on va se caler l'une puis l'autre. Fait que ça, des fois, ça marche pour les couples, mais ça marche aussi pour les associés. Fait que pas un tout inclus, là, vraiment, là, matelas bien dur, puis ça porte pas beaucoup de sous juste pour le tester comme il faut. Fait que ça, c'est une bonne technique. Fait que c'est ça. Avec André, on est reparti. Puis au début, on n'avait vraiment pas de moyens. On était 2 étudiantes, on avait comme tout perdu dans notre première expérience. Donc, ce qui a pu nous permettre de se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on a participé à de nombreux concours, des concours entrepreneuriaux étudiants, des subventions. Par exemple, on a monté un programme avec le Conseil national de recherche du Canada qui a financé le développement de nos crèmes sur mesure. On a vraiment été chercher toutes les aides possibles pour faire un montage financier pour nous mener jusqu'à où on est aujourd'hui. On a même commencé au début par vendre du maquillage, donc qui prenait vraiment moins de recherche pour le mettre en marché pour être capable de financer nos crèmes. Donc aujourd'hui, si vous vous rendez sur le site, il n'y a pas de maquillage. Là, on est vraiment que spécialisé en dermocosmétique, mais il faut être innovant, il faut trouver des façons de se rendre à où est-ce qu'on veut se rendre plus tard. Puis ça prend du temps, ça prend des ressources, mais quand on veut vraiment, puis qu'on a une vision claire de où est-ce qu'on s'en va, je pense qu'on est capable de convaincre. Et justement, quand on utilise l'innovation à son maximum, qu'on a un modèle d'affaires innovant, qu'on a des technologies innovantes, bien, ça aide aussi à ouvrir certaines portes. Donc, je crois que ça a été vraiment ce qui nous a permis de se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Je poursuis avec vous, Rachel. J'ai vu la petite vidéo que vous avez participé avec Andrea Gomez à l'émission très populaire Dans l'œil du dragon. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté parce que j'ai écouté votre speech et puis vous avez eu aussi un commentaire positif d'un des dragons de dire que votre speech a été tellement bien fait que vous pourriez l'enseigner. Alors c'était quand même un beau compliment. Qu'est-ce que ça vous a apporté de passer à cette émission? Pour nous, l'émission Dans l'œil du dragon est vraiment tombée au moment qu'on lançait nos crèmes sur mesure, que ça faisait quand même un bon moment qu'on travaillait dessus. Et c'est ça, Dans l'œil du dragon, pour nous, ça a été un tremplin. Ça a été vraiment le tremplin pour se faire connaître au Québec, de faire découvrir notre technologie, de faire découvrir nos produits. Donc, je dirais que ça a été vraiment le plus gros tremplin qu'on a eu. Puis ensuite, souvent, les gens nous disent « Ah, les filles, vous allez passer à l'émission Dans l'œil du dragon, vous allez avoir un pic, puis ça va redescendre après. » Mais dans notre cas, le pic a toujours monté. On a toujours utilisé des stratégies en lien avec notre passage à l'émission Dans l'œil du dragon pour aller chercher d'autres visibilités. Donc, avoir par exemple, d'aller rencontrer des différents journalistes, d'aller sur d'autres émissions de télé, de radio. Donc, ça a comme été un tremplin pour nous donner d'autres opportunités. Oui, ça demande du travail de faire ça, mais après ça, c'est que tu es plus gagnante sur le long terme. Puis dans notre domaine, la notoriété, c'est vraiment important. C'est comme ça que les gens nous découvrent. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu un réel investissement, soit en ressources ou en finances? On a eu un investisseur par la suite, M. Delagrave, qui a 6 des parts de l'entreprise. Donc, on a eu un réel investissement, mais c'est ça. Oui, donc ça a été une belle visibilité. En tout cas, c'était très beau, j'ai vu. Donc, vous, Stéphanie, un moment difficile que vous avez eu au niveau de l'entreprise ou peut-être avant? Ben, en fait, comme on a démarré comme projet, la plupart, au départ,
tout le monde était bénévole. Donc, Mhm. c'est vraiment, tout le monde donnait de son temps, de son énergie. Donc, ça a été vraiment de développer nos réseaux. Et ça, je pense que c'est vraiment une des choses que moi, je retiens, surtout quand on se lance en affaires, d'avoir justement des personnes qui peuvent nous ouvrir des portes, des personnes qui Mhm. croient en nous. Et je pense que souvent, ça va prendre un contact qui va nous amener justement à développer d'autres contacts. Puis un peu comme Rachel le disait, nous aussi, on a frappé à plusieurs portes, c'est d'aller chercher des subventions, donc participer à Mhm. des concours pour se faire connaître, pour aller chercher des bourses. J'avais participé, il y a une organisation qui s'appelle Entreprendre ici, Mhm. qui offre des bourses pour les entrepreneurs issus de la diversité. Donc, c'était des bourses de 25 000 d'ailleurs. Ils annonçaient il y a quelques jours les finalistes pour cette édition-ci. Mhm. Donc on a obtenu cette première bourse-là. Et pour nous, ça nous a vraiment aidé à asseoir un peu notre crédibilité puis notre reconnaissance. Et puis, on a plusieurs entreprises du secteur privé aussi dans le domaine technologique qui nous soutiennent. Et ça, pour nous, c'est ce qui nous permet aussi de grossir et de grandir et de pouvoir développer aussi notre plan d'affaires. Donc, pour ça, je pense que c'est vraiment, faut avoir de la détermination, puis il faut croire vraiment aussi Pourquoi? Oui. en notre mission, puis ce qu'on fait. Donc, nous, on est passé d'une organisation qui était strictement bénévole à avoir maintenant 6 employés. Et donc, puis on continue de grossir. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut continuer à être déterminé, puis de croire en ce qu'on fait, puis Mhm. d'être bien entouré aussi. Donc, Oui, parce que c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas, les choses vont pas se faire du jour au lendemain. Donc, c'est c'est ça. ça, Faut constamment garder un peu la vision puis la mission qu'on a en tête, puis de dire, ben, d'avancer. Mhm. Parce que je vous entends, ce que j'entends, c'est aussi l'entourage, donc l'aide qu'on peut recevoir, parce que souvent on dit, ben on est seul lorsqu'on démarre, mais en tout cas, en vous entendant, vous avez aussi eu des personnes autour de vous, des mentors ou bien des opportunités. Est-ce que c'est important aussi de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent des fois, peut-être pas au bon moment? Mais je pense que d'avoir un plan d'affaires ou d'avoir du moins une planification stratégique, ça nous aide justement parce que il peut y avoir plusieurs opportunités qui peuvent se présenter, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles sont toutes bonnes Oui. ou justement que le moment n'est pas approprié. Je pense que, mais il faut quand même aussi avoir une certaine ouverture. Nous, dans notre cas, depuis à peu près un an et demi, on accueille des participantes qui proviennent de l'extérieur du Québec. Mhm. Et tout ça, bon, c'est sûr que la pandémie nous a amené à revoir un peu nos façons de faire. Donc, nos ateliers étaient essentiellement en présentiel. Donc, on allait dans les bureaux de nos partenaires, on se déplaçait. Mhm. Quand est arrivée la pandémie, ben, on a dû se dire, ben, il faut revoir complètement notre modèle d'affaires parce que ça fonctionnait plus, puisqu'on ne pouvait plus se réunir et se rencontrer. Donc, on a dû adapter notre programme pour le faire complètement en ligne. Mhm. Et c'est ce qui nous a amené à dire, mais maintenant, on peut développer peut-être un programme qui va se faire en mode hybride. Donc, comment on peut faire pour avoir des participants, donc offrir des ateliers qui vont se faire en ligne, mais qu'on veut quand même avoir une expérience qui soit toujours la même, qui soit toujours optimale. Ouais. Donc, on est en train de travailler en ce moment avec une firme qui nous accompagne pour développer une plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, c'est des investissements qui sont majeurs pour nous, Mhm. mais qui nous permettent justement de rejoindre un plus grand public. Donc, d'avoir justement des participants qui viennent non seulement de l'échelle à l'échelle de la province du Québec, mais également des participantes qui viennent de l'Ontario, Ouais. qui viennent de la Colombie-Britannique. Et maintenant, on a depuis, je dirais à peu près un an, des participantes qui viennent de la Martinique et de la Guadeloupe. Ouais, Et donc, tout à ça n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas travaillé sur justement développer notre programme et C'est ça. cette plateforme d'apprentissage technologique là, qui Donc, nous permet de le faire. saisir l'opportunité avec un bon plan. Puis Rachel, vous, est-ce qu'il y a une opportunité rapidement que vous avez laissé aller ou que vous êtes fière d'avoir saisi au passage? Oui, mais je suis d'accord avec Stéphanie au niveau d'avoir un plan d'affaires qui est clair, d'avoir surtout des valeurs aussi qui sont claires, parce que parfois, une opportunité peut se passer. Il faut prendre la décision si on la saisit ou pas. Et si nos valeurs sont claires, même si ce n'était pas écrit dans le plan d'affaires, ben, peut-être qu'on va décider de faire un changement. Donc, nous, c'est Oui. ce qui s'est passé. Entre autres, avec la pandémie, j'ai été consultante pour faire de la fabrication de gel désinfectant. Puis là, j'étais comme, il faudrait peut-être. C'est quand même une opportunité qu'on a. Après, bon, nos installations ne sont pas habituellement faites pour faire des gros volumes. Nous, on est plus spécialisés en personnalisation, donc en plus petite production. Donc là, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Mais vu que c'était pour la bienveillance de la communauté, on a remis pour 20 000 $ en gel désinfectant aux hôpitaux de la région. Oui. Et pour nous, c'était de faire une différence. Donc, on s'est mobilisé pour ça. Donc, c'était vraiment ça qui a fait qu'on a pris la décision de le faire. Mhm.
Donc, c'est de se poser la question, c'est quoi l'impact que ça va avoir et en quoi est-ce que c'est cohérent avec mon modèle d'affaires et avec mes valeurs. Donc, je pense que c'est ça qui va faire qu'on va aller dans une direction plutôt qu'une autre. D'accord. Et voilà. Merci. Ben, mesdames, restez avec nous. Nous allons vers une petite pause. Mon courage n'avait vu pire que mes deux mains gauches pour le tenir devant toi. Pour tout te dire, j'avais les mots quand on respire. Il s'était lui-même retenu, fixé si près du but. Et mon visage violacé minait ma crédibilité. En vérité, il m'a fallu mentir sur la tristesse de mon bonheur, car l'amour blessé finit par se compromettre et sentait aimer à la hauteur de ma crédibilité. À cet instant devant toi, le ridicule aurait pu me tuer, mais comme la suite ne serait qu'un regret, si encore une fois je fuyais, je préfère me contenir avec ce qu'il me reste dans les mains. Je préfère me dire qu'il m'en restera encore demain. Mon courage n'avait vu pire que le maladroit de ses mains, plus habile que je ne le fus pour te garder près de moi. Quant au moment de vérité, je n'ai su que mentir, qu'au premier frisson éprouvé, je ne fais que fuir, me plaignant du malheur après qui je cours, sous prétexte que le bonheur ne se tient plus debout. Car au bord de l'amour, soit l'on recule, soit l'on tombe. Mais comme la vie n'est parfois qu'une suite de regrets, la lâcheté peut bien se trouver une autre épaule pour s'appuyer. Je préfère me contenir avec ce qu'il me reste dans les mains. Je préfère me dire qu'il m'en restera encore demain, qu'il m'en restera encore demain. Je suis de retour avec mes invités, Stéphanie Gecroix, cofondatrice et directrice générale de Technovation Montréal, et Rachel Séguin, présidente d'OMI Laboratoire. Donc, mesdames, vous êtes en lice pour les prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC. Donc, selon vous, alors parce qu'on parle des prix canadiens féminins, selon vous, est-ce qu'il y a un moment qu'on va connaître qui aura plus besoin de distinguer entre les hommes et les femmes dans les prix de reconnaissance? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Stéphanie? Mais, je vais commencer. Oui. C'est une très, très bonne question. Puis c'est vrai que c'est souvent quelque chose à laquelle nous aussi, on réfléchit. Surtout quand on regarde dans le domaine de la technologie, il y a seulement 20% de femmes qui évoluent dans le domaine des technologies. Ça, c'est des statistiques qui ne sont pas juste à l'échelle du Québec, mais c'est en Amérique du Nord et dans plusieurs autres pays. Mm-hmm. C'est toujours on est toujours un peu partagé parce que d'un côté, on veut être reconnu parce que on a cette expertise, on fait un travail ou on fait quelque chose qui, pour nous, c'est pas basé sur le sexe. Mais je pense que ce que ça vient faire, ce genre de prix-là, ça vient de mettre en lumière le travail qui est fait par toutes ces femmes entrepreneurs. Et je trouve qu'il y a encore très peu de visibilité
qui sont offertes à des femmes qui évoluent dans peu importe le domaine, peu importe l'industrie. Et je pense que d'avoir une institution comme la RBC qui fait ce type de prix-là pour mettre de l'avant ces femmes, et quand on voit toute la visibilité qu'il peut y avoir, je pense que, tu sais, et je pense que c'est important parce que bien souvent, je suis curieuse d'entendre Rachel à ce sujet-là, je trouve que souvent les femmes, on n'ose pas trop se mettre de l'avant, on n'ose pas trop, ou sinon, tu sais, on va toujours peut-être vouloir minimiser un peu notre rapport, puis je regarde dans le domaine technologique, surtout quand on regarde dans les médias, il peut y avoir beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine logiciel, technologique, et parfois ils sont deux associés, un homme et une femme, et curieusement, on va surtout voir l'homme qui va être mis de l'avant, puis on n'entend pas souvent parler de la femme. Donc, je pense que c'est encore nécessaire. Éventuellement, peut-être qu'on n'aura plus à le faire, mais je pense que c'est important aussi pour même l'estime de soi des femmes, et peut-être briser un peu aussi le sentiment, le syndrome d'imposteur, de dire que oui, les femmes ont leur place et ce qu'elles font, c'est important. Je pense que c'est important de les mettre en valeur, de les mettre en lumière. Oui. Rachel, vous ajoutez? Je suis 100% d'accord avec tout ça. Je crois que des fois, on a l'impression qu'on atteint l'égalité, mais la réalité, c'est qu'on est au tout début encore du travail à faire au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Quand on pense à des pays aussi proches que la France, quand j'ai des amis là-bas parce que j'y ai habité pendant 1 an, qui pour eux, c'est absolument phénoménal qu'une femme de notre âge puisse avoir son entreprise puis atteindre une croissance aussi rapide. Donc, il faut continuer à investir dans les femmes en affaires parce que c'est nous qui va inspirer aussi la suite, la jeunesse. Plus on voit, par exemple, de femmes entrepreneurs jeunes, plus on peut s'imaginer que nous aussi, c'est une opportunité qu'on a dans la vie. Moi, étant jeune, je n'avais pas vu beaucoup de femmes entrepreneurs. Donc, je trouve que c'est vraiment inspirant pour la jeunesse de pouvoir voir que c'est une avenue potentielle, et on a besoin pour ça de continuer à promouvoir justement les entreprises fondées par des femmes. Oui. Donc, ces subventions-là sont extrêmement importantes. Puis moi, au quotidien, j'oublie que je suis une femme en affaires. Moi, pour moi, c'est juste, je suis une entrepreneur. Puis, puis je trouve que je trouve ça bien qu'il y ait eu toutes ces aides-là. Puis j'espère qu'un jour, on va arriver à un point où est-ce qu'on n'aura plus besoin d'avoir si on veut, de genrisme, de différence. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes à faire avant de se rendre là. Là, on remonte à quelques années, puis c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, il faut continuer à donner cet exemple-là. Puis, des femmes que je trouve qu'il y aurait besoin de pousser encore plus les programmes, c'est des jeunes mamans qui se lancent en affaires aussi. Ça a un défi supplémentaire, puis des fois, on a peur de prendre des risques à ces moments-là. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien de valoriser d'autant plus à ce niveau-là. Je trouve qu'on n'en voit pas assez, on n'en entend pas assez parler. Donc, je trouve que c'est ça. Il y a comme place... il y a place à encore plus, selon moi, de visibilité. Oui. Si je pourrais ajouter par rapport à ça, on parle des mères entrepreneurs, mais je parle aussi, selon moi, ce qui est important aussi, c'est aussi des entrepreneurs issus de la diversité. Oui. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on voit encore moins. Et il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, mais c'est encore très peu. Et je le vois, souvent, quand on va se retrouver dans des événements, quand on va se retrouver dans des forums et tout, on en voit encore très peu. Puis comme disait Rachel, je pense que ça a un impact aussi sur les jeunes filles. Parce que nous, on le voit dans nos programmes, nous, plus de 70% de nos participantes sont issues de la diversité. Et lorsqu'elles voient des femmes qui leur ressemblent, qui évoluent dans ce métier-là, elles se disent « Ah, mais je savais pas que c'était possible, je savais pas que moi, je pouvais le faire, que je pouvais aspirer à ça aussi. » Et je pense que ça vient vraiment d'ouvrir leurs horizons puis de leur dire « Ah, mais je pensais que j'étais limitée à faire certains types de travail ou de me limiter à certaines choses, mais là, de dire que je peux faire ça et de montrer aussi tout l'aspect créatif. Je pense que souvent, moi, si je regarde de mes origines, nos parents, voulaient nous envoyer vers des carrières plus sûres parce que il y a toujours un aspect de risque quand on se lance en affaires et je pense que on voit de plus en plus que quand on voit des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes entrepreneurs, je pense que le parcours de Rachel, je trouve ça vraiment impressionnant dans ce sens-là, de se dire que, t'as 20 ans, puis tu te lances, puis
c'est sans savoir exactement est-ce que ça va pas fonctionner ou ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave, c'est de dire, mais tu sais, on prend une chance, puis c'est de dire qu'il y a toutes ces ressources qui existent aussi aujourd'hui, qui n'existaient pas peut-être non plus il y a plusieurs années, mais c'est de se dire à ces jeunes filles-là, lance-toi, essaye, puis tu vas peut-être découvrir quelque chose, une passion pour quelque chose, et je pense aussi l'esprit de dire que on le fait parce qu'on vient apporter un impact positif, on vient apporter une solution aussi. Je pense que c'est ce discours-là aussi qu'on amène, que peut-être que, tu sais, on n'entendait peut-être pas dans les années passées, mais je trouve que l'aspect de la diversité aussi, de montrer des modèles féminins différents aux jeunes filles, je pense que ça, c'est important. Oui, c'est important, les modèles de la diversité, les modèles aussi d'être maman, parce que je sais que, Rachel, votre partenaire d'affaires, Andrea Gomez, est en congé de maternité. Donc, en étant deux, bon, vous prenez le relais dans l'entreprise. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que en ayant tous ces modèles-là, bon, les femmes vont savoir que je suis issue de la diversité, je peux y arriver. Je veux avoir une famille, des enfants, je peux créer mon entreprise. J'ai pas besoin de faire le choix entre avoir une famille, des enfants et l'entreprise. Donc, tous ces modèles-là sont importants pour justement la jeunesse, les femmes qui voudront se lancer en affaires. Donc, merci d'être ces modèles-là pour elles. Je poursuis en vous demandant actuellement, donc aujourd'hui, quel est le plus grand défi que vous avez au sein de votre entreprise? Donc, Rachel? Mais de notre côté, un de nos plus grands défis actuellement, c'est que Andrea et moi, nous avons l'ambition de faire vraiment rayonner les innovations du Québec à l'international, de créer de la richesse ici. Puis la meilleure façon de créer de la richesse ici, c'est d'exporter. Exporter dans un domaine où est-ce que la notoriété est extrêmement importante, que le marketing, je veux dire, il faut aller rejoindre directement chaque consommateur. Ça a quand même un lot de défis assez important. Donc, actuellement, on est là-dedans. Donc, faire notre exportation principalement aux États-Unis. On vend déjà aux États-Unis, mais il y a une différence entre vendre aux États-Unis ou aller chercher des parts de marché importantes. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire. Et ça nous rendrait très, très fiers de montrer qu'au Québec, on est capable de créer des innovations assez importante pour aller chercher des nouveaux marchés et donner cet exemple-là aussi aux jeunes filles parce que souvent, on voit des entreprises fondées par des femmes qui restent plus petites, mais je trouve que c'est important d'avoir de l'ambition puis de montrer qu'on est capable de prendre du risque. Puis je veux donner cet exemple-là au Québec aussi. Donc oui, c'est risqué. Oui, on veut aller chercher, tu sais, ça reste un gros défi, mais je pense que le défi en vaut la chandelle. Oui. Rapidement, Stéphanie. Pour nous, c'est vraiment la croissance. Donc, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, le fait qu'on développe cette plateforme d'apprentissage technologique va nous permettre justement de rejoindre un plus grand nombre de jeunes filles. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre programme, on l'offre gratuitement. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment démocratiser l'accès à la technologie à toute jeune fille, peu importe sa situation socio-économique. Et donc, de pouvoir rejoindre des jeunes filles, peu importe dans quelle région, de quelle situation socio-économique elles se trouvent. Pour nous, ça, c'est très important. Et on s'est rendu compte aussi qu'on offre notre programme dans les 2 langues et il y a très peu d'organisations aussi qui offrent ce côté bilingue, mais en même temps aussi, on se rend compte qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous dans la francophonie. Et donc, on aimerait pouvoir justement aller rejoindre ce marché-là, donc offrir notre programme dans plusieurs régions de la francophonie. Et donc, on commence avec la Martinique, la Guadeloupe, et donc et on verra par la suite, mais on a beaucoup d'intérêt de la part de certains pays africains. Super. Je veux que vous terminez juste avec un mot qui détermine votre succès. Un mot, on arrive à la fin. Donc, Rachel. Passion. Je dirais passion. Ouais. Un désir. Le mot passion, ça me parle parce que c'est de toujours avoir de la vision, puis de rêver plus grand. Puis je trouve que pour se lancer en affaires, on vit de sa passion. De ce qu'on aime. Merci. Et vous, rapidement, un mot? Détermination. Détermination. Passion et détermination. Alors, sur ces mots, nous terminons notre émission. Donc, merci, mesdames. Je vous félicite pour votre réussite, mais encore pour votre cran, votre créativité, votre leadership. Alors, je rappelle le nom de mes invités, Stéphanie Gecroix,
cofondatrice et directrice générale de Technovation Montréal, et Rachel Séguin, présidente d'OMI Laboratoire. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute mon équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous invite pour une autre belle émission la semaine prochaine.